J'ai décidé solennellement qu'il était temps d'utiliser l'intelligence et le cerveau des gens qui faisaient des commentaires pour faire des vidéos. Et le bruit des petits oiseaux et les guêpes qui essaient de me piquer aussi. Et pour ça, il y a 2 choses que je vais mettre en place. La première chose, c'est que maintenant tu peux voter pour les sujets qui t'intéressent. Donc tu verras dans la description, là normalement il y a plein de sujets, tu peux voter. Il y a une sorte de sondage Google où tu peux voter. Et en plus, tu peux proposer des sujets que je rajouterai dans les votes si je me sens d'en parler, si je m'y connais un peu. Du coup, comme ça, les gens participent et je trouve ça sympa que vous puissiez dire ce que vous voulez. Et le deuxième, ça part d'un constat. Le constat, c'est que j'ai envie de me gratter le nez. Et l'autre constat, c'est aussi que j'ai pas la science infuse et que souvent, dans les commentaires, les gens s'y connaissent mieux que moi ou connaissent des choses que je ne connais pas. Et du coup, je pense qu'il est bien d'utiliser ces commentaires pour pouvoir discuter. Alors évidemment, dans ces vidéos, il y aura plus d'avis perso de ma part, parce qu'on va surtout parler des limites de ce que je raconte, et je demanderai aussi souvent si vous avez des articles pour m'aider aussi à avancer. Et si ces questionnements amènent d'autres questionnements que vous avez, et qu'il y a plein de questionnements sur une même maladie ou tel sujet, eh bien on pourra faire une autre grosse vidéo. Et là j'entends un gros grillon, je me demande ce que ça va donner quand je vais travailler le son au montage. Alors le moment, je crois qu'il va faire chier. Du coup j'ai pris des commentaires que je trouvais pertinents et on pourra en parler. Bon, juste une question à propos de la vidéo sur la gestion des émotions. Tu dis qu'il n'est pas possible de modifier la réaction de la voix courte, et ce pour toute la vie. Sur quoi tu t'appuies pour faire Sur quoi tu t'appuies pour affirmer ça? Donc je m'appuie en fait sur les travaux de Ledoux, et notamment toutes les références dont il parle dans son livre. Bon, le problème c'est que les références elles datent un peu d'il y a 15-20 ans, donc c'est vrai que ça date. J'ai cherché du coup des nouvelles références, mais j'ai rien trouvé neuf qui venait modifier ce que je disais dans la vidéo. Petit résumé de l'épisode précédent. Dans la vidéo, j'expliquais qu'il y avait la voix courte qui nous faisait réagir de manière impulsive sans trop réfléchir et pas de manière pas très consciente, et la voix longue qui, elle, par contre, réfléchit plus et prend en compte le contexte. Et je disais que cette voix courte était difficile à modifier. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle l'habituation c'est le fait qu'on s'habitue à la peur. Par exemple, ton gosse, il fait du vélo, il a peur, il est en train de chialer parce qu'il a peur, mais au bout de quelques heures de vélo, il a plus peur et il fait des super wheelies. Ça c'est l'habituation, c'est le fait qu'à force d'avoir peur dans certains trucs, dans certaines conditions, notre peur elle disparaît progressivement. Bon, ce qu'on a remarqué, c'est que la voix courte, quand elle a peur, elle se modifie pas toute seule. C'est en fait des airs plus élevés qui vont venir la modifier et lui dire de changer. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé de texte qui venait dire que la voix courte, elle se modifiait toute seule, à part avec les médicaments. Donc si vous en trouvez, ça serait super important. Après, c'est vrai que ce modèle que je présente, il est hyper simple, parce qu'en vérité, si on essaie de comprendre comment on gère nos émotions, vous allez avoir un paquet de zones cérébrales à connaître. Mais il est bien ce modèle, parce qu'il est hyper simple, il est facile à expliquer. Ça permet de plein de choses au niveau thérapeutique aussi. Par exemple, avec les gosses, quand ils font des crises, il y a ce qu'on appelle les crises d'en haut et les crises d'en bas. La crise d'en haut, c'est le gosse qui va vous piquer une crise parce que il veut avoir son bonbon et donc il se dit que sa maman elle va lui donner le bonbon s'il pique une crise. Voilà. Donc il intellectualise, il réfléchit à quelle stratégie il va mettre en place. Dans ce cas, si vous le menacez d'arrêter ou si vous l'ignorez, ça marche bien. Par contre, s'il nous fait une crise d'en bas, c'est-à-dire une crise pas très intellectuelle, et parce qu'il a perdu son doudou, et que sans son doudou, il est perdu, là, vous aurez beau le menacer ou l'ignorer, ça va faire qu'empirer le problème, et il va pas beaucoup s'améliorer, votre gosse, comme ça. Donc cette distinction, je la trouve assez importante, moi, au niveau théorique et au niveau pratique. Maintenant, si il y a des gens qui ont de quoi la complexifier, ou apporter d'autres intérêts pratiques, allez-y, lâchez-vous. Bonjour voisin. Il y a le voisin qui arrive. Par ailleurs, je me demande d'où vient le chiffre de 80% de dépression qui soigne en 2 ans. Alors ce chiffre, il vient de cours que j'ai eu et d'un livre que j'ai lu. Sauf que je n'ai pas retrouvé les deux. Je n'ai pas retrouvé la référence. Donc on va faire pour l'instant comme si ce que j'avais dit, c'était pas tout à fait exact. Par contre, j'ai trouvé des références qui disent que les dépressions, la moitié des dépressions, passent au bout d'1 an. Alors attention, petit monsieur et petite madame. Ça ne veut pas dire que la dépression, il faut laisser passer et qu'il faut attendre. Parce que le vrai problème de la dépression, c'est que quand tu es tombé une fois, tu vas tomber une deuxième fois, tu as plus de la moitié des chances de retomber une deuxième fois en dépression. Si tu retombes une deuxième fois en dépression, tu as 70% de chances d'en faire une troisième. En plus, chaque dépression sera plus longue, plus dure. Je devrais pas dire ce genre de choses. Chaque dépression sera plus difficile. Ensuite, quelque chose me fait dire que tu as pensé à la psychanalyse en écrivant cet épisode. Je me trompe ? Oui, parce qu'il y a des études récentes qui ont montré qu'une cure analytique brève, j'insiste sur brève, c'est-à-dire à peu près 1 an ou moins, pouvait aider pour la dépression, la phobie sociale et les troubles de la personnalité.
Donc non, on peut pas mettre ça dans thérapie de merde s'il y a des études qui montrent que ça sert. Ah oui, truc très important, des fois il y a des thérapies de merde pour une pathologie, mais une bonne thérapie pour autre chose. Si t'as une tendinite et que tu prends un anti-rhume, eh ben ça va pas te servir à grand chose l'anti-rhume. Donc sur la psychanalyse, faut avoir un avis plus nuancé que ça. Je pense qu'un épisode sur le transfert permettait de bien comprendre tout ça. Je n'en sais pas tellement sur la schizophrénie, mais on m'a souvent répété qu'il y avait plusieurs formes. Celle dont tu parles, c'est celle qui est plutôt générale, ou qu'on retrouve souvent dans les cas de schizophrénie. Alors dans les classifications de maladies, c'est vrai qu'ils mettent des schizophrénies différentes. Maintenant, moi, j'en vois pas l'intérêt en fait, parce que j'ai vu aucun texte qui veut faire dire qu'il y avait des schizophrénies différentes. Des schizophrènes avec des personnalités différentes, oui. Des schizophrènes parano alors que des schizophrènes sont plutôt sur des problèmes affectifs, oui. Mais que la maladie soit différente, ça j'ai jamais vu. C'est un peu comme la gastro. Pendant la gastro, t'en as qui chient, t'en as qui vomissent, mais chacun a son truc. Ça reste la même maladie. Et petite suggestion, pour éviter de reproduire la maladresse faite dans la vidéo sur la schizophrénie, je te recommande d'employer le terme neurotypique aux personnes non atteintes, au lieu de personnes normales, en opposition à schizophrénie autiste. Oui, parce que, effectivement, j'utilisais le terme personne normale qui veut pas dire grand chose au niveau scientifique. En général, quand j'utilise, je mets des guillemets pour normal. Plutôt, ce qu'on utilise, en fait, c'est le mot norme. Prenons par exemple quelqu'un qui a eu un AVC et on remarque qu'il est ralenti. Comment on fait pour dire que la personne elle est ralentie ? Par exemple, on va prendre plein de gens dans la population normale et on va leur faire passer un test de temps de réaction où ils devront être le plus rapide possible. Et après, on va pouvoir avoir des normes, c'est-à-dire savoir à partir de quand on considère que tu es quelqu'un de lent ou quelqu'un de rapide. Et après, la personne qui a fait un AVC, on va lui faire passer ce test et on pourra savoir si elle est plutôt lente ou plutôt rapide, grâce aux normes qu'on a créées en testant sur la population. D'ailleurs, vous verrez, mademoiselle Loupiotte, que j'ai fait exprès de ne pas utiliser le mot « personne normale » dans la vidéo sur les autistes, histoire de ne pas refaire cette erreur. Je suis allé mettre mon nez dans les liens de bouquins de TCC sur les hallucinations, patati patata. Alors il y en a un, faire face aux voix, c'est faire face aux hallucinations auditives qui est en PDF, et l'autre qui est introuvable. Oui, alors en fait l'autre est introuvable parce que c'est une thèse de 2009, et apparemment les thèses elles sont gratuites maintenant sur le net depuis 2010. Donc celle-là n'est pas disponible sur le net. Du coup, pour me rattraper, parce que je vais vous donner une référence que vous aurez quasiment jamais, je vais en mettre plein là. Là, il y aura plein de références sur la schizophrénie. Comme ça, vous prenez le livre qui vous intéresse. Tu parles d'attaque de panique. Est-ce qu'il y a une différence avec crise de panique ? Alors moi, quand je parle d'attaque de panique, c'est au sens médical. C'est-à-dire que d'une part, il y a le corps qui se met à paniquer grave, et que d'autre part, on a l'impression qu'un danger imminent va arriver. Maintenant, dans les termes de la vie de tous les jours, je pense qu'attaque de panique et crise de panique, ça se ressemble pas mal. Ce que les gens confondent, par contre, c'est attaque de panique et crise d'angoisse. Quand vous faites une attaque de panique et que vous paniquez et que vous avez l'impression que vous allez crever, par exemple, c'est pas une crise d'angoisse. Et le problème de la crise d'angoisse, c'est que je connais pas de définition médicale. Donc s'il y en a qui la connaissent, ou s'il y en a qui font une différence attaque de panique et crise d'angoisse, je suis preneur. Dans l'attaque de panique, c'est vraiment la panique qui prédomine. Dans une crise d'angoisse, par exemple, une meuf qui vient de faire larguer et qui donc chiale toute la nuit parce qu'elle sera seule toute sa vie, c'est pas une attaque de panique, parce que là, c'est la tristesse qui prédomine. Quand je parle d'attaque de panique, c'est vraiment que la panique comme sentiment. La crise d'angoisse, on en retrouve plein dans tous les sens des sentiments. J'avais juste une petite question. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme, ou est-ce une maladie différente ? Donc comme je dis dans la vidéo sur les autistes, il y en a plein de différents, et moi je suis persuadé, mais c'est juste ma croyance, que dans 20 ans ou dans 30 ans, les autistes ils seront séparés en plein de types différents. Si on prend la définition générale, en ce moment, oui, les Asperger c'est dans les troubles des spectres autistiques, maintenant ça m'étonnerait fortement qu'un Asperger qui est un autiste de haut niveau avec un haut potentiel intellectuel soit le même qu'un autiste qui n'a pas accès au langage et qui est déficient intellectuel. Ça m'étonnerait fortement que ce soit la même maladie. Maintenant, j'ai aucune preuve pour affirmer ce que je dis. Là, c'est juste ce que je crois et je pense que dans 50 ans, on en sera plus. Ah oui, d'ailleurs, dans la vidéo sur les autistes, il y a Rémi Lipp qui a vachement intervenu, qui a donné plein de références bien et en français en plus. Donc si vous voulez éplucher les commentaires, lisez les commentaires de Rémi Lipp qui a plein de références bien à vous proposer sur les autistes. Et ça c'est cool les gens qui font mon boulot à ma place. Bonjour Avian. Vas-y, vacances, transperce-moi de ta présence. Alors c'était dans la vidéo sur les autistes, mais celui-là est valable pour toutes les vidéos. Quelqu'un qui me dit que mes exemples sont vachement stéréotypés. Donc oui, toutes mes vidéos sont hyper caricaturales. Parce que je dois expliquer rapidement une maladie et que les nuances, je peux pas trop les prendre. Et en plus, quand je prends des exemples, j'essaie de prendre des exemples qui marquent les gens ou alors qui sont vraiment représentatifs d'une maladie. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, il y a plein de nuances.
Et donc en gros, si je veux pas être caricatural, il faudrait que j'interviewe des gens pendant des heures et que je vous passe les interviews pendant des heures. Maintenant, moi je préfère que les gens soient informés sur des maladies avec des exemples un peu caricaturaux, c'est vrai, plutôt que de pas être informés du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour mettre un peu de nuance dans ce que je dis et pour faire place à vos commentaires qui, justement, relèvent ce manque de nuance des fois. Ah oui, pour finir, juste une petite demande. J'ai notion que le manque de sommeil détraque un peu notre alimentation et qu'on cherche plus de sucre, par exemple. Le problème, c'est que j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'étude qui dit ça. Est-ce que quelqu'un a cette étude et est-ce qu'il pourrait me la filer? Ça serait un peu cool, quoi. La position fait hyper mal au cervical. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin. Voilà, bon été. Je crois qu'il fait trop chaud. Je crois que je devrais pas tourner quand il fait trop chaud.